Partout au Québec. Partout au Québec. Tous les jours, Isabelle refait votre monde. Tous les jours, Isabelle s'intéresse à vous. Tous les jours, Isabelle veut savoir. Tous les jours, Isabelle. En remplacement de Isabelle, Voici Catherine Brisson. Mardi matin, 19 juillet, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bien contente de vous retrouver partout au Québec. 106.9 Mauricie, 107.7 Estrie, 104.7 en Outaouais et dans la grande région métropolitaine via le 98.5 FM et partout à travers le monde via le web. Bien sûr, avec notre application également que vous pouvez toujours télécharger et nous écouter partout où vous êtes en vacances. Et aujourd'hui, là, je vous le dis tout de suite, j'ai l'impression que les lignes vont surchauffer et déjà réserver votre circuit. Appelez-nous 1-866-790-9850 ou encore allez sur Internet pour nous écrire. Vous avez peut-être remarqué, si vous êtes promené sur les routes du Québec et je dirais davantage à Montréal, on est encore plus surveillé. On se sent presque espionné avec les fameux radars photo. Philippe Lagu sera avec nous pour en parler. Le civisme, ça c'est un mot qu'on utilise de moins en moins. J'en ai eu l'expérience d'ailleurs ce matin. Je vais me chercher un café, pas très loin d'ici à la station, à la place Bonaventure. J'ai même pas un sourire, même pas un merci et je paie pour avoir un café. J'arrive pour ouvrir la porte, personne pour m'ouvrir. Au contraire, on se dépêche pour me fermer la porte au nez et c'est comme ça pratiquement à tous les jours. Alors Dali sans chagrin sera avec nous également pour parler du manque de civisme et on se pose la question, est-ce qu'on se fout un petit peu trop des autres? Mais tout d'abord, on donne la parole aux entrepreneurs parce que c'est vrai, il y a un engouement, il y a des émissions où on incite les jeunes à être entrepreneurs. Je dis les jeunes, mais aussi les moins jeunes, avec notamment l'émission Les Dragons. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir leur propre patron, se lancer en affaires, mais est-ce qu'on leur donne assez la chance? Donc, est-ce qu'on donne la chance à la relève en entrepreneuriat? Alors, vous pouvez communiquer avec nous, 514-790-9850. Et en studio, on a de jeunes entrepreneurs. Gabriel Campo, depuis 1 an, entrepreneur. Il est le fondateur de l'espace de coworking Le Tableau Blanc. Et Jérémy Pastel, entrepreneur et auteur du livre Comment cartonner en affaires. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de nous recevoir. Gabriel, je commence avec toi parce que tu es entrepreneur depuis 1 an. L'idée est venue comment? Écoute, j'ai fait plein de choses dans mon passé, entre autres un baccalauréat en sociologie, entre autres une expérience dans la restauration, travailler dans des cafés, dans le communautaire, dans des centres de recherche universitaires. Puis j'essayais de trouver une façon de rassembler toutes ces choses-là qui sont vraiment différentes. Fait que, dans mon questionnement, j'étais voir une orienteur qui, elle, m'a tranquillement pas vite dirigé vers l'entrepreneuriat. Puis là, j'ai entrepris le parcours pendant 1 an de temps de préparer mon projet d'affaires. Mais c'est vraiment avec l'orienteur que vous vous êtes dit, finalement, c'est peut-être ça que je veux faire dans la vie, mais la bougie d'allumage, là, parce que passer de sociologie en restauration, il y a quand même une petite recherche. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai eu la chance de faire plein de choses dans ma vie, puis il y a rien qui m'a amené vraiment sur le marché du travail à évoluer. Tu sais, j'essayais de trouver des façons de le faire, soit partir mon propre restaurant, soit trouver des postes dans le milieu de la recherche ou comme professeur en sociologie, puis ça débouchait pas. Ça débouchait pas, j'arrivais pas à trouver une place qui me convenait réellement. Donc, j'ai commencé à faire d'autres types de démarches et voir une orienteur qui, elle, m'a transféré à une spécialiste en démarrage d'entreprise jeunesse, qui, elle, m'a transféré au SAGE, au service d'aide aux jeunes entrepreneurs. Fait que c'est vraiment là que le parcours a commencé. C'est en suivant des cours sur l'entrepreneuriat que j'ai pu construire mon plan d'affaires pour l'espace de coworking Le Tableau Blanc. Mais justement, quand on a une idée de base, là, comme celle que vous avez eue et qu'on veut mettre ça sur papier, mais entre le papier là, puis le plan d'affaires qu'on fait pendant 1 an, puis les rêves qu'on a, il y a quand même une marge. Là. C'est pas toujours la réalité, là. Ben, c'est sûr que la plus grosse marge qu'on se rend compte, c'est une fois qu'on est rendu sur le terrain. T'sais, le plan sert, à avoir une idée de où on s'en va, qu'est-ce qui existe déjà sur le marché, à qui je vais m'adresser, qu'est-ce qui va, quel serait le parcours idéal pour moi. Mais après ça, une fois rendu sur le terrain, c'est rendu une autre histoire complètement. Là, faut s'adapter puis essayer d'ajuster les trucs qu'on a écrits à la réalité terrain. Là. Mais justement, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce à quoi tu t'attendais? Non, c'est jamais vraiment ce à quoi on s'attend. Je pense que ça fait partie de la game aussi, de faire face à cet inconnu-là, de se lancer d'abord, puis après ça, d'ajuster ensuite. Mais ça fait partie un peu de l'ADN des startups, d'être capable de s'ajuster rapidement à ce à quoi on fait face. Oui, mais justement, on parle beaucoup des startups. Il y avait même un festival sur les startups à Montréal la semaine dernière. C'est un mot qui est très à la mode. Jérémy Pascal, entrepreneur, et je le dis Pascal, auteur du livre Comment cartonner en affaires. Qu'est-ce que ça prend pour être entrepreneur? Est-ce qu'il y a vraiment un profil type? Oui,
En définitive, ce qui se passe, c'est que, je crois que Gabriel l'a bien résumé, ce qu'il faut, c'est avoir une idée, une vision claire. L'entrepreneur, c'est l'individu qui voit un besoin au niveau du marché et qui va essayer de le combler avec un service ou un produit. Et en définitive, est-ce qu'il y a un profil type? Non. On va avoir des entrepreneurs qui sont dans le social, des entrepreneurs qui sont dans la technique, dans l'agricole. Une chose est certaine, c'est que l'entrepreneur est défini premièrement par l'idée et l'habilité à amener cette idée à une réalisation. Et tout à l'heure, vous disiez tantôt, est-ce qu'il y a un gap entre le plan d'affaires et puis la réalisation? La réponse est oui. Évidemment, dans un plan d'affaires, il y a une vision optimiste, une vision pessimiste, puis après, il y a la réalité du marché et on s'adapte lorsqu'on lance le projet directement sur le terrain. Mais quand on regarde un jeune comme Gabriel Campo qui avait un rêve, qui est en train de le faire aussi, mais il y a quand même un investissement financier, ça peut faire peur quand même. Est-ce que c'est trop indiscret de demander ton âge? Non, j'ai 29 ans. OK, tout jeune encore. Mais justement, à 29 ans, d'avoir à demander quand même plusieurs milliers de dollars, de s'investir là-dedans, c'est pas évident. C'est pas facile. Moi, j'ai commencé avec $20, donc je sais ce que c'est que commencer avec rien du tout. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a toujours moyen. L'argent n'est jamais un problème dès qu'on a une vision claire, avec un plan solide, puis surtout les compétences qui viennent avec. Je crois que Gabriel, dans le chemin où les conseillers qu'il a rencontrés, on l'a orienté vers des organismes qui soutiennent les jeunes entrepreneurs. On a la chance d'être au Québec, avec des organismes solides qui soutiennent financièrement. Mais c'est sûr, c'est jamais facile d'obtenir 10, 20, 30 000 $ pour démarrer une entreprise, mais ça reste possible. On dit que ça reste possible, mais est-ce qu'on... Oui, Gabriel? Oui, en plus, on est dans un milieu au Québec où il y a quand même relativement beaucoup de possibilités d'aide différentes aux entrepreneurs. T'sais, il y a vraiment plusieurs types d'initiatives. Il suffit de faire ses devoirs, puis de les chercher, puis de les accoster, puis leur demander qu'est-ce qui serait possible pour eux de faire pour nous, et d'essayer de se faire le plus d'alliés possible dans le chemin. Là, oui, et tu t'es senti soutenu quand même. Écoute, j'estime à peu près 75 personnes différentes qui m'ont aidé dans la première année avant le lancement. Ouais, pas mal. De tout ordre, là, des professeurs, de la famille, des amis, des conseillers, des gens qui ont corrigé mon plan d'affaires, d'autres entrepreneurs qui ont accepté de m'accueillir, d'autres gestionnaires d'espaces de coworking qui m'ont donné un coup de pouce pour m'orienter. Fait que, tu sais, c'est vraiment tout un parcours. Il faut comprendre que même si je suis seul dans l'entreprise, c'est littéralement impossible de faire ces genres d'actions-là seul. Il faut absolument demander de l'aide. Mais justement, demander de l'aide aussi, mais quand on commence par quoi? On va où exactement? Moi, j'ai envie de me partir en affaires. J'ai l'idée de base, mais je vais où, là? Première chose, je pense, c'est déjà confronter son idée à ses proches, à des professionnels du domaine. C'est très important. Alors bien sûr, souvent la première idée de l'entrepreneur, c'est je vais garder mon idée confidentielle, parce que si jamais je la donne à un tel ou un tel, il va me copier. Oui, non. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. La probabilité pour que lorsqu'on parle de son idée d'affaires, quelqu'un la prenne et la duplique, elle est quasiment nulle. Parce que l'idée reste une idée tant qu'il n'y a pas les actions mises en place pour pouvoir la réaliser. Ce qui fait que premièrement, c'est confronter cette idée à son environnement. Puis on parlait de finances tout à l'heure, voir aussi si son environnement, ses proches, sa famille seraient capables de mettre $500, $1000 pour soutenir le démarrage de l'entreprise. Donc c'est sûr, la première étape, c'est de voir si jamais il y a un vrai marché en parlant aux uns et aux autres et aux professionnels du domaine. Mais une fois qu'on sait ça, là, que ça peut fonctionner et qu'on a le soutien financier, on va voir, on le disait, il y a beaucoup d'organismes, donc on va cogner à la porte, on arrive avec un plan d'affaires, on demande un mentor. C'est un peu tout ça, tu sais. Honnêtement, il y a pas un chemin linéaire qui est propre à tout le monde. C'est un petit peu d'y aller aussi avec le feeling de qu'est-ce que tu as envie de faire, qui sont les gens que tu croises dans ta route, qu'est-ce que ces gens-là peuvent t'amener comme collaboration, comme soutien, comme support. Puis tu sais, chaque histoire est vraiment, vraiment différente. Puis l'important, c'est de pas lâcher, en fait. Je pense que le plus important, c'est d'en faire un petit peu à tous les jours. C'est un gros puzzle, lancer un espace de coworking. Mais... Absolument, Gabriel, mais tu seras d'accord avec moi qu'il y a des étapes, et on en parlait tantôt. Premièrement, c'est l'idée, confronter l'idée. Troisième étape, c'est faire en sorte de monter le plan d'affaires, et après, on va chercher le financement. Que ça soit au niveau des prêts privés, au niveau du soutien familial, au niveau des banques, pour pouvoir lancer l'entreprise, et puis après, on connaît l'aventure. Absolument. Le plan d'affaires, dans mon cas, en tout cas, définitivement, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Tu sais, presque partout où je voulais aller, tous les concours entrepreneuriales, toutes les bourses, toutes les subventions. Parce qu'il était bien fait, c'est détaillé. Suffisamment bien. Oui. J'ai pris quand même 3 mois à temps plein pour écrire mon plan d'affaires puis faire les différentes étapes à travers le SAGE, qui est le service d'aide aux jeunes entrepreneurs. Oui, mais un plan d'affaires, là, exactement, qu'est-ce qu'on inscrit? On inscrit son idée, parce que je sais qu'il y a des gens qui se disent, oui, mais c'est quoi un plan d'affaires exactement là, dans les faits? En un mot rapide, c'est
présenter son idée, présenter l'entreprise, présenter en tout cas l'entreprise en devenir, celle qu'on veut créer, présenter le produit ou le service et faire en sorte aussi de présenter la viabilité financière. Parce que dans le plan d'affaires, c'est est-ce que réellement l'entreprise va faire du profit. 2, c'est faire en sorte de mettre en place, de présenter la stratégie marketing et commerciale pour le développement de l'entreprise. Donc c'est la carte d'identité de l'entreprise pour pouvoir aller présenter ça aux financiers. Donc c'est sûr que ça apparaît complexe, mais avec l'accompagnement approprié, comme le disait Gabriel, on est capable de pouvoir le réaliser très rapidement. Tu parlais de 3 mois, mais je crois que en quelques semaines, en s'y mettant à temps plein, si jamais on a une idée claire et qu'on a bien travaillé l'idée au préalable, on est capable de sortir un bon document. Et finalement, plus le plan d'affaires est complet, détaillé, intéressant, c'est vraiment comme un curriculum vitae finalement. C'est ce qui va permettre aux gens d'embarquer également dans notre entreprise. Pas seulement. Pourquoi? Parce que le plan d'affaires, il existe. Après, on va regarder l'individu. Un investisseur, moins une banque, mais un investisseur, on parlait tout à l'heure de venture capitalists, comme on les appelle, les VC, ils vont regarder l'individu. Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il a une formation dans le domaine? Est-ce qu'il est capable d'amener un projet d'un point A à un point B? Donc c'est sûr qu'on va regarder également l'individu en tant que tel. Intéressant et on va continuer à en parler parce que j'ai encore plein de questions, notamment si il y a pas un petit côté aussi très showbiz à l'entrepreneuriat parce qu'on a l'impression maintenant que les entrepreneurs sont, on peut dire, on la cote au Québec, avec toutes les émissions et vraiment on en a beaucoup, mais encore une fois, c'est pas tout le monde qui réussit à avoir une entreprise florissante. Il y a encore beaucoup d'étapes. On va également avoir un autre invité qui sera avec nous qui va s'ajouter en studio 10h16 et si vous-même vous êtes entrepreneur ou vous rêvez d'avoir une entreprise, on veut vous entendre, on veut parler à la relève entrepreneuriale ce matin. 1-866-790-5850 514-790-9850. Est-ce qu'on donne assez la chance à la relève entrepreneuriale? 10h19. Frédéric Proulx est avec nous, entrepreneur en série. Bonjour Frédéric. Ça va bien? Ça va très bien. Frédéric, vous avez eu déjà plusieurs entreprises. Vous êtes rendu à combien jusqu'à maintenant? De compléter? Oui. 5, 6, mais... 5, 6, à peu près. Mais non, mais ça va. Mais non, je dis humblement, il y a des choses, des fois, il y en a qui n'ont pas marché, il y en a qui ont marché. Il y a pas de... Et vous avez un parcours quand même d'entrepreneur né. Moi, j'ai commencé très jeune à organiser des runs de journaux en bon français, là, puis à prendre une cote sur tout le monde. C'était un peu un méchant garçon, mais au-delà de ça, il y avait une façon de le faire, puis on le faisait bien. Mais sinon, oui, j'ai toujours voulu un peu avoir cette dépense-là, mais moi, ça vient de la nécessité. Alors, je me suis levé un matin, puis j'avais pas accès à ce que je voulais avoir ou obtenir dans la vie, puis j'ai décidé de le faire, puis j'ai dit, je vais me lancer. Fait que j'ai commencé plus jeune au cégep un peu et tout, avec l'organisation d'événements, des trucs comme ça, mais oui, c'est tombé naturel chez moi, puis je trouvais qu'il y avait une drive et en bon français, une adrénaline forte là à faire ça dans la vie, puis à se tromper, puis à se planter, puis à recommencer. Puis à refaire également, peut-être pas les mêmes choses non plus, parce qu'on apprend beaucoup, évidemment, d'entreprise en entreprise. Est-ce qu'il y a une bonne façon d'apprendre à être entrepreneur? Parce qu'on parle beaucoup de l'école d'entrepreneurship de la Beauce, qui est l'une des écoles où vous avez été formé. Mais est-ce qu'il y a vraiment une école où on apprend un cours? Bon, voici l'étape 1, voici l'étape 2. Est-ce que c'est un petit peu comme ça? Qu'est-ce qu'on apprend? Moi, je peux peut-être en parler pour mon côté. Oui. Sur l'école d'entrepreneurship en Beauce, il y a différents programmes. Moi, j'étais là au début, je suis la cohorte 3, mais c'est une excellente école pour les gens qui veulent se former davantage, puis rendu à un certain niveau, je crois. Maintenant, il y a des programmes émergence. Il y a différents programmes pour les gens qui commencent, les gens qui débutent, des repreneurs aussi, des gens qui prennent l'entreprise de leurs parents ou leurs grands-parents. Alors, tu sais, mais oui, c'était hyper important qu'elle existe, cette école-là. Encore plus important aujourd'hui, comme disaient des collègues juste avant, on en parlait pendant la pause, d'avoir des programmes pour les plus jeunes, de les initier, de les former, de s'amuser un peu avec eux. Je pense qu'il n'y a même plus de cours d'économie obligatoire là, à certains niveaux secondaires. À l'école, ce qui est un peu pathétique à mon sens, mais alors, tu sais, il y a plein de choses comme ça, il faut leur apprendre, puis en même temps, il faut qu'ils voient un peu la dureté de ce métier-là. C'est beau avoir un kiosque de limonade, mais si c'est juste ton mononcle qui achète toute ta limonade à la fin, c'est pas vraiment un test de marché. Fait que, tu sais, il y a des trucs comme ça à valider. Mais je pense que des écoles et des programmes, ils doivent en avoir de plus en plus, puis c'est super important. Je sais pas ce que les autres en pensent, mais moi, c'est clair. Non, mais est-ce que vous pensez que c'est un manque, justement, Gabriel? De mon côté, c'est pas un manque au niveau des écoles. Je pense que de toute façon, la meilleure école pour être entrepreneur, c'est de le faire. C'est de l'essayer, de se lancer sur un marché puis de voir qu'est-ce que tu es capable de faire une fois rendu là. Mais même si tu fais toutes les écoles, même si tu fais tous tes devoirs, même si tu as vraiment l'impression que tu es prêt, je peux te garantir que le jour où tu tombes sur le marché, tu te sens plus prêt là. Tu sens pas que les devoirs que tu as faits t'ont vraiment réellement préparé à faire face à ça. Tu sais,
une tonne et demie d'informations à gérer. C'est complexe, là. Mais comme quoi, par exemple, une fois que ton plan d'affaires a été réalisé, ça a pris 1 an avant d'avoir le tableau blanc. Une fois que ça a été mis en marché, ça fait quoi, 6 mois que ça existe? Ouais, exact. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été la dure réalité? Ben, tu sais, t'espères toujours un taux de croissance très rapide et que ça se remplisse en dedans de 2 secondes. Concrètement, dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu sais, c'est un dur combat, puis chacun des clients que je vais chercher, ça me prend au bas mot 10 fois l'effort que je m'étais imaginé pour aller les chercher. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment autre chose, là. C'est un autre parcours quand tu commences à avoir des enjeux de cash flow, quand tu commences à avoir des fournisseurs de services avec lesquels c'est pas nécessairement facile au départ, quand t'as des clients qui sont super indulgents, qui sont derrière toi, mais que veut pas, c'est un début de projet, il y a des choses qui accrochent, c'est par définition. Donc, comment tu fais pour t'organiser avec ça? Ça, l'école te prépare pas à ça. Il y a aucun devoir qui te permet de te préparer à ce genre de situation-là. Mais en même temps, de se lancer, il y a quand même un investissement financier, un investissement personnel également. Donc, de se lancer et de se cogner le nez, oui, on dit qu'il y a un apprentissage, mais ça fait mal également, là. Ça fait mal également, c'est vrai. Alors, Frédéric le disait tantôt, il faut une préparation, il faut une base scolaire. C'est regrettable que dans les cégeps, il n'y a pas encore de formation approfondie en économie, en entrepreneuriat, parce que ça aiderait. Faut la théorie. Et ce que Gabriel disait tantôt, c'est qu'après, il y a un gap. Il y a une séparation entre la théorie et la pratique. Et ça vient avec l'encadrement. Il y a rien de mieux que d'avoir des mentors, des gens qui ont déjà réalisé, qui sont déjà passés par les mêmes erreurs pour pouvoir monter une business. Et je crois que Gabriel, si il y a des mentors qui nous entourent, même au moment où on rédige le plan d'affaires, il est certain qu'on va réduire ce gap entre la réalité et la théorie. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et c'est certain que après, lorsqu'on rentre sur le marché, il faut avoir cet encadrement-là pour pouvoir croître. C'est ça qui est vraiment important au niveau du lancement de l'entreprise. Puis je suis complètement d'accord. Puis 5 mentors plutôt qu'un. Tant qu'à moi, plus t'en as, mieux c'est, là, dans le sens où c'est pas le nombre de points de vue de trop qui va te nuire, tu sais, dans le sens où des vrais mentors, là, des gens qui l'ont déjà fait, des gens qui ont déjà réussi le développement d'une entreprise, c'est très important. Définitivement, des gens d'expérience, là, de 30 ans de date dans le milieu de l'entrepreneuriat, des gens très spécifiques dans leur domaine. Parce que l'expérience a une valeur énorme. Moi, je suis complètement... Oui, Frédéric. Attention, Frédéric, attention. Non, c'est peut-être moi qui ai de bonne humeur, mais c'est parce que pour l'avoir vécu à l'école, on a eu des mentors extraordinaires, des Laurent Baudouin, des Jean Coutu de ce monde, des Serge Godin, il y en a plein comme ça. Puis, je pense qu'il faut prendre celui qui est bon pour nous, en ce sens que il y a bien des gens qui peuvent se transférer leurs rêves sur vous. La jeunesse étant un cadeau extraordinaire et étant quelque chose qui nous est prêté. Moi, j'en ai connu des plus vieux qui m'ont dit non, tu peux pas faire ça. Voyons donc, toi, moi, ça m'a pris 37 ans avoir un fax. Ça, c'est autre chose. Alors, tu sais, il y a là un niveau où moi, je suis un théoricien du build fast, fail fast, c'est-à-dire de bâtir rapidement puis d'échouer rapidement. Moi, il n'y a rien de pire dans la vie que d'arriver à avoir beaucoup d'épargne puis qu'un Vincent Lacroix passe par là et que tout un matin, il ne te reste plus rien. Alors, pour moi, 47 ans d'échec, c'est le pire échec. 2 échecs en 4 ans, champagne, on recommence, on se relève. Mais ça, vois-tu, déjà là, il y a un clash de culture entre des gars de 55 ans et plus, sans méchanceté, puis des gars plus jeunes, puis on le voyait à l'école, à l'EB. Moi, ce que je suis d'accord entièrement avec l'autre collègue, c'est vraiment l'idée de plus jeunes, encadrez-les, faites-les. C'est correct d'échouer, puis allez-y, puis gâtez-vous, puis en même temps, de se trouver des fois des gens de son âge. C'est juste la petite bémol pour moi que je voulais donner. Je trouve ça hyper important parce que rapidement, on se rend compte qu'on a à peu près les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, on reste à peu près les mêmes rues, on a les mêmes troubles. Puis je m'en rends compte aujourd'hui. C'est les gens qu'on engage aussi. Il y a des façons de voir. Là. Moi, je suis un fan plutôt des entreprises en techno. Alors, c'est plus mon domaine à moi. Mais qu'on donne de l'actionnariat à des gens, on les responsabilise rapidement. Puis quand on les engage, puis ça marche pas, il faut les congédier rapidement. Puis là, c'est là que tout est en accéléré. Puis aujourd'hui, la courbe entre un succès et un échec, avant, c'était peut-être 10 ans avant de savoir si tu avais un avion qui allait marcher. Des fois, c'est 30 ans. Puis là, d'autres projets, c'est plus long. Mais aujourd'hui, des fois, 6 semaines, vous pouvez être surpris. Alors, c'est très rapide. Ça va plus vite qu'avant, je trouve. Mais la compétition est très, 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 très forte aussi parce que, je le disais tantôt, il y a énormément de start-up, de petites, de plus grandes, qui arrivent et qui s'éteignent au bout de quelques mois. Mais je vais vous donner aussi. Moi, j'arrive du Startup Festival à Montréal. La semaine dernière. Événement extraordinaire. On est 200 à peu près firmes. Nous autres, on est là parce qu'on est en phase un peu plus avancée. C'est un système de collecte intelligente. Là, on fait un Uber des vidanges. Là. C'est compliqué, mais c'est bien le fun. On a bien du fun à faire ça. Du même, on comprend. Mais du même, on le comprend, mais fait qu'on on connecte les recycleurs et collecteurs avec les gens qui génèrent de la matière, du déchet, des matières recyclables ou des trucs comme ça. Mais grosso modo, on explique ça, puis on se dit oui, on peut se faire voler un peu l'idée, mais en même temps, on est trop avancé, puis on sait comment ça marche, puis on a des contacts, puis on fait ce qu'on a à faire. Il y avait à peu près 200 startups à Montréal, à peu près. Sur les 200, là, je vous dirais, là, qui étaient là
présentes qui étaient actives. Il y en a peut-être 25 du Québec, là, ce que j'ai cru comprendre. Il y en avait énormément de l'extérieur. Puis encore une fois, j'étais en plein Vieux-Port à Montréal. Ça parle qu'anglais partout. Je pense que j'ai parlé français une fois, puis quand j'ai demandé une bière à quelqu'un au bar. Puis après ça, le reste, dans la dynamique, c'est OK, le monde a changé. Là. Alors, tu sais, oui, il y avait des gens de Québec qui étaient venus, fait qu'eux, ils parlaient français, mais tout leur nom d'entreprise était en anglais. Puis là, les questions qu'on se fait poser au Québec, nous autres, c'est est-ce que ton nom est français? Tu vas-tu te faire écœurer par l'office de langue française? Est-ce que tu vas le faire changer aussi? T'sais, des trucs de même. Puis là, le marché change. Puis bon, mais tout ça pour dire que dans l'écosystème, c'était le fun de voir qu'il y en avait beaucoup. Mais encore là, je pense qu'on a un rattrapage à faire. Fait que souvent, il y a comme une... Ça fait plaisir aux politiciens de serrer des mains, de dire qu'il y a des programmes, de dire qu'il y a des festivals, mais au réel, je sais pas à quel point on aide vraiment aussi les gens qui reprennent des entreprises comme des dépanneurs à Drummondville qui sont super importants, ou des mini-pots, ou des golfs, ça n'a rien à ou voir, des entreprises manufacturières. Ouais. Alors souvent, on met le radar sur des business comme la mienne. On a fini d'un 14 finalistes, on était contents, on a bu un peu de vin, on était de bien bonne humeur. Mais à la fin, le gars qui reprenait l'entreprise John Deere, peut-être, à Drummondville, lui, d'après moi, il a beaucoup plus de mérite que moi au stade actuel. Mais ça, je trouve ça intéressant d'en parler parce qu'effectivement, la relève entrepreneuriale de ces commerces, des commerces familiaux aussi, qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Bon, on a beaucoup parlé de Saint-Hubert qui a été vendu à une entreprise hors Québec quand la fille voulait peut-être reprendre également les rênes de l'entreprise. Mais il reste qu'à plus petite échelle aussi, ça existe. Et ça, je suis contente de le mentionner aussi. On parle souvent de Montréal et effectivement, avec la technologie, je pense qu'on en parle beaucoup avec le quartier d'innovation, notamment ici aussi. Mais dans les entreprises et les régions aussi, ça, je pense, c'est un manque énorme. Ben, il y a aussi toute la question effectivement de la reprise d'entreprises déjà existantes. T'sais. En ce moment, il y a veut pas le vieillissement de la population amène les baby boomers à se diriger tranquillement pas vite vers la retraite. Donc ceux qui ont réussi à bâtir une business à travers le temps se retrouvent avec une espèce de patate chaude à pas trop avoir de facilité à retrouver la relève pour reprendre ce qui a déjà été construit. Et d'un autre côté, on voit aussi tout un mouvement de nouvelles startups qui foisonnent à l'heure actuelle au Québec. Fait que c'est une espèce de il va falloir les aider, ces jeunes entreprises-là. Il y a un gap, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, les entreprises technologiques, et tu le disais Frédéric, sont très à la mode. Moi, c'est in. C'est in. Moi, Voxon Télécom, entreprise de téléphonie d'affaires, c'est technologique. On l'a démarré, on est très à la mode, ça fonctionne et on est en pleine croissance. Mais aujourd'hui, on le disait tantôt, le vrai problème au niveau de la relève, c'est au niveau des industries, au niveau, comment dirais-je, de l'agriculture, au niveau de la construction des entreprises. Je regardais les statistiques, il y a environ 10 000 entreprises, plusieurs milliers d'entreprises, proche de 10 000, qui ont un problème de repreneurs au Québec. Et plus de la moitié de ces entreprises-là sont condamnées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de repreneurs, avec plusieurs raisons liées à ça. Et il est là le vrai problème. Les raisons sont multiples. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de Saint-Hubert. Est-ce que les enfants veulent reprendre l'entreprise agricole des parents? Est-ce que, comment dirais-je, il y a une véritable formation adéquate à la reprise d'entreprise? Est-ce qu'il y a un encadrement nécessaire à ça? C'est des vrais problèmes qui se posent, mais pas tellement dans le domaine technique. Oui, ça arrive, mais surtout au niveau de l'agriculture et de la construction. 10h29, on s'arrête pour la pause. Appelez-nous, on veut vous entendre également votre témoignage d'entreprise. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous êtes entrepreneur ou peut-être même que vous y pensez depuis plusieurs années et vous vous demandez, bon, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je peux avoir les reins assez solides pour me lancer en affaires sans frais de partout? C'est le 1-866-790-9850. 514-790-9850. Également, allez nous écrire via Internet. Allez sur notre site Internet, en fait, sur la station que vous écoutez présentement. Je peux vous dire qu'avoir 3 entrepreneurs en studio, ça placote durant les pauses, c'est passionnant. Je vais peut-être me lancer en affaires d'ici la prochaine demi-heure, qui sait. On va aller au téléphone parler à Jenny. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, Jenny. Vous êtes entrepreneur. Est-ce que vous avez en fait décidé de reprendre l'entreprise familiale avant de vous lancer à votre propre entreprise, c'est ça? Oui, en fait, moi, je suis pas tombée très loin de l'arbre. Mon grand-père est entrepreneur. Mon père a pris la relève de mon grand-père. Et moi, j'étais dans la lignée pour prendre la relève de mon père. Puis finalement, notre famille est dans le vêtement. Puis j'ai fait un bac en mode. Puis j'ai travaillé pour l'entreprise familiale. Mais moi, ma vraie passion, c'était le cheerleading de compétition. Donc, j'ai fait un projet à l'université qui était de créer ma propre entreprise de vêtements en cheerleading. J'ai roulé mon entreprise de vêtements pendant 9 ans en vêtements de cheerleading. Puis, on the side, j'ai bâti une entreprise d'événements de cheerleading. Puis, j'ai un club de cheerleading de compétition. Puis, à un moment donné, j'avais 3 entreprises. Et puis, 3 entreprises, à un moment donné, c'est que tu commences à 7h le matin, tu finis à 10h le soir. Fait que, à un moment donné, tu veux respirer. Fait que j'ai finalement vendu mon entreprise de vêtements à mon compétiteur américain. J'ai gardé l'entreprise de compétition, puis
l'entreprise de mon club de cheerleading. Mais vous dites que vous avez vendu votre entreprise aux compétiteurs américains. Mais pourquoi pas l'avoir vendu à un Québécois parce qu'il n'y avait pas d'acheteur à ce moment-là? En effet, mon compétiteur américain voulait... quand on faisait des soumissions, on était tout le temps en compétition avec eux. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, au lieu de me battre avec eux, je vais embarquer dans le bain. Fait que je les ai appelés. J'ai dit, est-ce que vous voulez faire une expansion? Puis nous, on était bien reconnus avec notre marque de vêtements. Donc, on les a appelés. Puis, ça s'est fait relativement rapidement pour un achat, je vous dirais, mais maintenant, je travaille pour eux. Fait que je travaille pour la compagnie qui m'a acheté. Mais tout ça, c'est moins d'employés, c'est moins de stress. Ça se marie mieux dans mon horaire. Et pour l'entreprise familiale, Janie? Je suis plus dedans du tout. Je suis mon père, mon oncle, tout le reste de ma famille est encore dans cette entreprise-là. Ça reste dans la famille. Ouais. Ça reste dans la famille. Je suis jamais bien loin, là, mais pour l'instant, je fais du cheerleading 24h/24. Merci beaucoup, Janie, d'avoir appelé. Il n'y a pas de problème. Bonne journée. Mathieu, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour, Mathieu. Vous êtes entrepreneur. Oui, je suis entrepreneur général en construction. Et comment ça se passe? En fait, ça se passe très bien, mais tantôt, il y a un de vos... en fait, ça se passe très bien à partir d'aujourd'hui, mais dans le passé, ça a été extrêmement difficile. Mais vous avez un de vos intervenants tantôt, un de vos invités qui a parlé de justement la relève en construction qui était extrêmement difficile. Effectivement, c'est le cas. Puis, je vous dirais que c'est le cas. Pourquoi? Parce que en construction, il faut être manuel, mais il faut aussi être très intellectuel quand on est entrepreneur général. Et il n'y a pas de formation, justement, sur toute la paperasse qui entoure la construction, CCQ, RBQ. Tous les documents qu'on a à remplir, c'est extrêmement lourd. Et puis, j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui se sont essayées, qui lâchent à cause de cette lourdeur-là, là, si vous voulez. Tout ce qui est administratif, finalement, tout ce qui entoure, parce que c'est beau bâtir une maison, on peut être capable de le faire de nos mains avec quelques plans et devis, mais c'est vrai que tout le reste, là, c'est assez complexe. C'est quand même très complexe et ça prend... Vous voyez, moi, mon père est entrepreneur général. Moi, j'ai pas repris son entreprise parce que je suis un beauceron. Et là, je travaille à Montréal. Donc, mon père, il est toujours en Beauce. Et disons qu'à distance, c'est un peu difficile qu'il me donne une formation, mais c'est ça, tout ça pour dire que si j'aurais été proche de mon père, ça aurait peut-être été un peu plus facile. Mais je peux comprendre les gens qui essayent de se lancer en construction, si vous voulez, en entrepreneur général surtout. Et avec toute la paperasse qu'il y a, vous le demanderez dans le milieu, c'est extrêmement difficile à contrôler. C'est pour ça que souvent les entrepreneurs généraux sont plus manuels qu'intellectuels et c'est pour ça que la relève est difficile à avoir en construction. Et Mathieu, est-ce que votre père a de la relève pour son entreprise en Beauce? Non, mon père, justement, son entreprise, ça va être fermé très bientôt là, parce qu'il n'y a pas de relève. Ouais, exactement ce qu'on parlait tout à l'heure, Jérémy Pastel, de ces entreprises qui vont fermer parce que la relève, il y en a pas, et également des difficultés aussi. Et je trouve ça intéressant. Merci beaucoup, Mathieu, et bon courage. Bien sûr, on souhaite que votre entreprise puisse subsister encore très, très longtemps. Et c'est le cas aussi parce qu'effectivement, ces gens sont très, très bons dans un domaine, mais on peut pas être parfait partout. Donc, faut bien s'entourer. Absolument. Et Janie le disait tantôt, Catherine, elle le disait, elle fait partie de la bonne partie de la statistique. Je pense en avoir parlé tantôt, sur la totalité des entreprises familiales, seulement 30% passent le cap de la deuxième génération. Et puis, la troisième génération, c'est 10%. Donc, elle est dans l'entreprise familiale, c'est formidable. La deuxième moitié de son propos était un peu plus dommage, c'est qu'elle a dû vendre à un Américain. Parce qu'il y a un manque de relève, il y a un problème au niveau de la relève. Et Mathieu le disait, il a pas repris l'entreprise de son père qui va mourir. Il faut former ces personnes à pouvoir reprendre éventuellement l'entreprise familiale qui ne suit pas son cours au niveau de la génération. Et puis, pour ça, il faudrait faire en sorte d'avoir un annuaire, je ne sais pas, un réseau pour faire en sorte que ces entreprises qui sont sur le point de mourir puissent trouver repreneurs. Avec des gens de l'extérieur qui viennent s'installer au Québec, notamment, pourquoi pas des immigrants, des nouveaux Canadiens, comme moi. Je suis arrivé au Québec il y a quelques années, j'ai embrassé le Québec, j'ai ouvert une compagnie de télécom. Faire en sorte que les forces vives ici au Québec puissent pouvoir reprendre ces entreprises qui n'ont pas de repreneurs. On aime ça, ceux qui embrassent le Québec. Moi, je trouve ça parfait. T'as vu ça? mais je te dirais, non, il y a deux affaires qui me font rire, mais c'est vrai. C'est
les gens de qualité, c'est des gens de qualité. Fait que quand tu es capable de t'entourer de gens de qualité, puis des entrepreneurs comme toi qui débarquent ici avec toutes leurs bonnes intentions du monde puis qui basent l'entreprise, moi, je trouve ça encore plus extraordinaire qu'un petit gars comme moi de Trois-Rivières qui se lève un matin qui dit là, je n'ai plein mon cash, je vais faire ma vie un peu. Puis je trouve ça génial. J'adore ça. Puis tant mieux, puis on en veut 85 bateaux par semaine si c'est possible. Moi, j'adore ça. Pour de vrai, là, je trouve ça génial. Ce qui me fait rire aussi en même temps, c'est l'attachement que tu parles. Tu sais, puis je te sens plus québécois que moi là, à ce moment-ci, quand on jase. Je le ressens pas quand je me promène. Tu sais, on jase, puis pour l'avoir vécu quand moi, je viens de Trois-Rivières. Là, de quelle façon, Frédéric? Si demain matin, je m'en vais là-bas avec 100 000 $, puis je peux, là, je débarque à Trois-Rivières, je dis, y a-tu quelqu'un qui a un projet? Ça se peut qu'on me demande à quelle heure qu'est le buffet. T'as totalement raison. Et ça, c'est juste avant, Jérémy, c'est juste de dire à quel point des fois je suis déçu de mon peuple à moi, là, où je me dis le matin en me levant, là, ce serait le fun collectivement, que le niveau d'éducation soit un peu élevé. Puis tu sais, quand on parlait de ressources, c'est dur. Des fois, c'est bien que les entreprises ferment parce qu'elles doivent le faire, parce que des fois, le bilan, c'est mieux comme ça. Mais c'est juste qu'à la fin de l'histoire, si on est un peuple qui n'a pas beaucoup de capital, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent, nous, on n'a pas d'équité extraordinaire, puis deux, on n'a pas d'éducation, on a à peu près 49 % de taux d'analphabétisme. Je suis convaincu qu'une peine de lait, c'est pas tout le monde qui peut la lire. Puis à la fin, sérieusement, c'est juste qu'on veut pas se le dire, mais pour le fun, sortez un peu. Puis ils allaient être déçus. Non, mais est-ce qu'on manque d'envergure, justement? Est-ce qu'on devrait avoir plus d'envergure et justement mais moi, il y a une génération scrappée, j'en parlais tantôt. C'est que selon moi, tu sais, moi, mon grand-père, c'est quelqu'un qui a travaillé à 10 sous par jour pour des anglophones à bâtir des maisons magnifiques dans le Square Victoria, ici, où, tu sais, puis, tu sais, à la fin, il a permis de rentrer quand moi, je suis devenu membre, 80 ans, puis, tu sais, comme ça n'a pas de bon sens. Mais au final, il y a comme une génération où nous, les francophones d'Amérique, là, les Québécois, nos grands-parents, c'est les premiers à être allés à l'école. Mais nos parents, peut-être, là, ceux qui ont 60 ans, aujourd'hui, c'est les premiers à avoir des diplômes de notaire, de libéral. Ce qui fait que notre culture d'entrepreneuriat est un peu nouvelle. Puis ce que j'adore de ça, c'est que Montréal, il y a une effervescence. Il y a plein de gens. Mais je suis pas sûr que tu serais allé à Lévis partir de ton entreprise. Je suis capable, Frédéric. Ce qu'il faut savoir, c'est absolument, dès qu'il y a une opportunité d'affaires, moi, j'y suis. Mais voilà. J'ai ouvert d'autres entreprises, Boost My Com et tout ce qui, parce que on est des véritables entrepreneurs. Là où tu as raison, c'est qu'en évitant de regarder dans le passé, en regardant dans l'avenir, il y a un problème qui se pose sur le terrain. Ces 10 000 entreprises, là, il faut qu'elles trouvent des repreneurs. Il y a des immigrants qui arrivent, qui sont sélectionnés par le Québec, sélectionnés par le Canada, qui ont des compétences formidables. Il faut absolument faire en sorte de matcher. Oui, faut faire un match. Faut ouvrir ses mentalités, faut embrasser le Québec, mais il faut que le Québec embrasse également les gens de l'extérieur qui sont compétents. Ça va dans les deux sens. Et on va aller au téléphone parce qu'on a une question de Mélanie. Embrasser tout le monde. Mélanie est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Très intéressant. En fait, moi, je suis cofondatrice dans une entreprise de start-up justement depuis 3-4 mois. On est un service de commission. Ça s'appelle Coco Runner. On fait des commissions pour les gens, pour les aider et tout. Mais ce que je trouve compliqué, en fait, c'est que je me demande comment vous faites peut-être les gens qui sont là ou quoi que ce soit pour concilier tout ce qui est famille avec justement le démarrage d'entreprise. Moi, personnellement, je suis monoparentale, 2 enfants, donc je veux, mais c'est un peu intense. Donc, vous avez des conseils. OK, combien d'enfants tout le monde? Moi, j'en ai pas. Connu. Gabriel. C'est connu, t'es sûr? Moi, je suis père de 2 filles. Jérémy, je t'ai pas inquiet, j'étais sûr qu'il avait embrassé beaucoup de gens. Frédéric, combien d'enfants? Moi, j'ai une petite fille de 8 ans. Okay. Mais vous faites comment, justement, pour régler les besoins d'aide? Une femme extraordinaire. Mais il y a ça, quand on est monoparental, comme Mélanie. C'est des enjeux qui sont réels, tu sais, dans le sens où c'est vrai que c'est difficile, puis ça demande un sacrifice de soi puis un don de soi qui est incroyable. Tu sais, veux pas, là, la famille, les amis ont pris un peu de côté, se sont mis de côté un petit peu pour me concentrer sur le lancement de mon entreprise. Pas parce que ça me tente, c'est parce que j'ai pas le choix. Si je veux que ça fonctionne, faut que je sois là. Faut que je m'en occupe, faut que je sois dans toutes les activités, faut que je sois visible, faut que j'ai le plus d'initiatives possible. C'est sûr qu'avec une famille, c'est complètement différent. Là, ça peut pas être la même réalité. Faut s'occuper des enfants. Et Mélanie, est-ce que vous avez quand même le support de la famille, le support d'amis? Oui, c'est sûr que je suis quand même bien entourée. Reste que, bon, c'est sûr que dans ma vie, je me suis dit que le jour que j'aurai des enfants, ça va être vraiment ma priorité. Donc, je veux le plus possible les garder à la maison, mais je me suis rendu compte que si je veux faire une business et un avenir pour eux, je peux pas non plus faire les deux. Donc, c'est sûr que malheureusement, il a fallu que je me dise, bon, il faut que je les envoie à la garderie et tout. Mais j'essaie de passer tout le reste de mon temps à faire ça, de le concilier. C'est sûr que on est 2 co-founders, donc c'est sûr que ça va mieux, mais les deux, on a des familles. Fait que c'est juste que, bon, le manque de temps, c'est sûr qu'il est là. Puis, tantôt aussi, on parlait de programmes et tout. Si je peux dire aussi, il y a beaucoup de programmes justement qui sont pour les jeunes. Comme moi, j'ai 35 ans, fait que je suis comme à la limite de pouvoir appliquer sur beaucoup de programmes.
Ou bien, si j'ai déjà un emploi, c'est compliqué parce que là, la plupart des programmes aussi s'appliquent si tu es sur le chômage ou si justement tu n'as pas trop de revenus. Ce que je trouve un petit peu plus, je me dis, pourquoi c'est un petit peu injuste vu que moi, j'ai quand même un pas pire salaire ailleurs justement pour me partir. Ça, c'est une autre branche, là, mais c'est quand même une autre de mes questions, si on veut. Alors, félicitations Mélanie, tout d'abord pour avoir lancé l'entreprise, ça c'est une belle aventure. Première information pour vous, il y a beaucoup de programmes qui ont été étendus récemment dans les derniers 12 mois à l'âge de 40 ans, donc vous pourriez être encore éligible pour certains, ça c'est une parenthèse que je ferme rapidement. Maintenant, une chose est certaine, c'est comment concilier les deux, c'est pas facile. Moi j'ai la chance d'avoir une épouse qui me soutient au niveau de la famille, mais c'est sûr que la famille, ma femme, mes enfants sont extrêmement impliqués, ils me supportent au niveau du développement des affaires, et j'ai l'habitude de dire que ma femme est ma première partenaire d'affaires, donc c'est sûr, il faut que toute la famille soit impliquée. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est si jamais vous avez des proches, vous n'avez pas de conjoint visiblement, mais une chose est sûre, c'est qu'ils puissent vous soutenir au niveau de la gestion des enfants et tout ce qui va avec. Puis vous avez raison, dans le temps libre que vous avez, il faut absolument passer le maximum de temps avec les enfants parce qu'il faut quand même les élever, c'est très important. Et la conciliation entre le travail et l'entrepreneuriat, c'est extrêmement complexe, mais c'est vous qui allez trouver l'équilibre en fonction de votre entourage. Moi, je pense qu'on devrait ouvrir les lignes et trouver un conjoint, Mélanie. C'est une très bonne suggestion, Frédéric. Mais je trouve ça drôle quand même parce que est-ce que la situation inverse, vous êtes monoparental, vous devez vous occuper de vos enfants, c'est pas évident, vous avez peut-être moins de support. Et là, je m'adresse à des gars en studio. Est-ce que pour une fille, c'est plus difficile? Ben, moi, c'est... ben, ça dépend toujours du conjoint, mais je pense que malheureusement, encore aujourd'hui, j'en reviens pas, je vais dire ça, mais encore aujourd'hui, c'est toujours plus difficile pour une fille. Ben, mais pourquoi? Parce que, puis je regarde le Startup Fest, c'est un bon exemple. Les filles qui sont, là, je vais tellement me faire haïr, chaque jour me faire. Les filles qui acceptent qu'ils sont des femmes. Et ça, moi, je trouve ça bien important à dire. Puis là, je vais me faire chicaner, mais c'est pas grave. Je suis capable. Non, mais qui s'assument qu'ils sont des femmes, dans le sens qu'ils s'assument qu'ils sont mères, ou qui essaient pas de le cacher, qui essaient pas de, sans me chancer, s'habiller comme Angela Merkel, la présidente de l'Allemagne. Qui essaient pas de devenir un homme dans le corps d'une femme. Des fois, je le sens qu'il y a un vocabulaire masculin ou un attribut masculin ou un comportement masculin dans le corps d'une fille juste pour que ça passe mieux. Pour être plus one of the boy. Puis je trouve qu'à quelque part, ils sont magnifiques quand ils sont femmes entrepreneurs, puis ils drivent, puis ils en amènent. Puis moi, mes meilleurs patrons à vie ou associés, ça a toujours été des filles. Tout le temps. Pour plein de raisons, pour la sensibilité, pour la compréhension, pour la notion de préparation. Moi, je suis tout croche. Moi, je sais pas ça. J'ai plein de qualités, mais tu sais. Mais Mélanie, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est plus facile pour vous quand vous arrivez, là, justement, pour serrer la main au gars, puis est-ce qu'on vous regarde de haut? Non, j'ai vraiment pas eu cette impression-là du tout, sauf que c'est sûr que je trouve que c'est vraiment un monde d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes. Moi, je suis peut-être un petit peu plus, justement, gênée par rapport à ça. Mais non, ben c'est ça, j'essaie justement en ce moment d'élargir ça, mais c'est sûr que je trouve que c'est de l'entrepreneuriat et tous les petits programmes qu'on a vus à gauche et à droite, il y a beaucoup d'hommes. Là. Même quand on fait des recherches pour avoir des conseils, des mentors, c'est surtout des hommes. Mais tu sais, je parle, Jérémy, je sais pas si tu es d'accord, à l'université, maintenant, 70%, c'est des femmes. Tu sais, le corpus qui sort d'après moi, c'est générationnel. Dans 10 ans, en tout cas, moi, ceux que j'engage, c'est que des filles. Et ceux qui savent écrire, la plupart, c'est que des filles. Ceux qui ont moindrement les meilleures notes, ce que je vois passer, je sais pas vous autres, c'est des filles. Ça va peut-être d'ici dans les prochaines années. Moi, c'est 10 ans. Mais il y a des initiatives aussi qui existent pour supporter l'entrepreneuriat au féminin. Il y a de plus en plus de start-up aussi qui s'intéressent à la question, qui répondent à des problématiques réelles que les femmes entrepreneurs peuvent faire face. Fait que tu sais, c'est aussi intéressant de regarder un petit peu de ce côté-là, qu'est-ce qui se fait pour supporter l'entrepreneuriat au féminin. Puis il y en a différentes initiatives là, que je vais passer. Mais je trouve ça bien l'entrepreneuriat au féminin, mais on devrait même pas en avoir en 2016. Malheureusement, on devrait être tout le monde ensemble. Malheureusement non. C'est certain que, et Gabriel, tu le disais, pour répondre à ta question, à ta remarque, Frédéric, oui. Et Catherine, oui, c'est plus difficile pour les femmes aujourd'hui, mais une chose est certaine, c'est que le gap est en train de se combler. Je fais partie d'une organisation qui s'appelle la gouvernance au féminin, qui travaille à promouvoir les femmes professionnelles. J'ai une femme qui a une carrière, c'est plus difficile, mais ça reste toujours possible. Et Mélanie en est la preuve aujourd'hui. Merci beaucoup, Mélanie. On vous souhaite bien sûr la meilleure des chances que votre entreprise fleurisse au maximum. Merci. 10h48, on s'arrête. Continuez à nous appeler à 1-866-790-9850, 514-790-9850. Et tout de suite, on va aller parler à Yannick. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, Yannick. Est-ce que vous êtes entrepreneur? Oui, je suis entrepreneur en entreprise. Et puis, mais tout ça pour dire que félicitations aux jeunes entrepreneurs que vous avez en ligne présentement, que vous avez à l'écoute. Sauf que je suis tellement pas d'accord sur plusieurs points. Allez-y, défoulez-vous. Écoute, pour moi, tu sais,
j'écoutais un de vos monsieur tantôt qui ça doit être disait, Jérémy. OK, start up, sail up right away, c'est pas grave. Ah, c'était Frédéric. C'est moi. Frédéric Proulx, oui. C'est pas ça que j'ai dit, mais je vous aime pareil. C'est pas l'éducation qu'il faut donner à nos jeunes du tout. Moi, j'ai bâti mon entreprise avec 3 000 $. Aujourd'hui, je fais 5,4 millions par année. Ça fait 7 ans plus tard. J'en suis fier. Et je peux vous dire quelque chose que Startup, Fail-Up, c'était pas une opportunité pour moi parce que je veux pas faire perdre d'argent à ceux qui commencent à côté de moi. Parce qu'il faut toujours des fournisseurs alentour de nous. Hein. Faut pas penser que, tu sais, oui, c'est correct, réalise ton rêve, va-t'en en affaires, c'est pas grave si tu plantes. Parce que des fois, si tu plantes, tu vas faire planter d'autres avec toi qui essayent de commencer puis qui essayent de gravir l'échelon avec toi. Ça, c'est pensé. C'est ça, je trouve, qui est dommage. La génération des jeunes, c'est pas grave, continue mon garçon, tu te reprendras plus tard. C'est trop facile. On peut pas faire. Et l'autre point, j'aimerais dire, je trouve ça poche qu'on dise que les personnes, que 49% de personnes non éduquées au Québec en alphabétique, etc. Le Québec a été basé en passant sur la construction de l'agriculture, faut pas l'oublier, hein. Puis tu sais, le fleuron du Québec, c'est vraiment la construction de l'agriculture. Je suis même pas dans ce domaine-là, mais je sais vraiment que c'est vraiment ça. Puis c'était pas tous des gens éduqués, les gens éduqués à Toronto, là, hein. Je trouve ça dommage. Félicitations quand même à ceux qui réussissent, n'est-ce pas? Et Yannick, vous êtes dans quel domaine? On a fait la distribution d'unités bain-douche. On a 4 succursales. On a des boutiques. On a parti ça à zéro. J'ai eu mon premier prêt cette année, pensez-y bien, là, de 200 000 $. Aujourd'hui, j'ai plus de 4 millions d'inventaires qui m'appartiennent à moi. Je l'ai bâti de zéro, mon entreprise. J'ai 45 ans. Puis j'espère qu'il y a d'autres jeunes qui vont le faire. Ben, est-ce qu'il y a de la relève chez vous, justement, pour l'entreprise, Yannick? Ben, absolument. J'ai mon garçon. Puis je l'éduquerai pas. Je l'éduquerai pas je l'éduquerai certainement pas en disant, OK, pars ton truc, c'est pas grave si ça marche. Je comprends pas comment ça se fait qu'il y a des entrepreneurs, des mentors qui vous disent ça. Ça se fait pas, ça. Selon moi, peut-être juste pour il y a Frédéric Proulx qui veut répliquer. Non, mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est peut-être moi qui s'est mal expliqué, monsieur, puis bravo, c'est un beau parcours. Ce que je disais tout à l'heure, c'est build fast, fail fast. Alors, pour moi, c'est une technique de développement d'entreprise dans laquelle, quand on fait un test de marché, l'important, c'est pas de prendre justement l'ensemble de tout notre petit coffre à trésor, de mettre l'ensemble de nos sous, ceux de nos amis, nos partisans, nos fournisseurs ou peu importe, puis d'attendre le plus longtemps possible avant de savoir qu'il fallait s'arrêter ou qu'il fallait changer de stratégie ou de domaine d'affaires. C'est tout ce que je disais. Moi, de l'autre côté, ce que je vous dirais, c'est l'économie a changé. En ce sens que il y a 30, 40 ans, c'était vrai. Il y a 20 ans, c'était vrai. Maintenant, c'est malheureusement plus vrai. Ce qui fait en sorte que dans 10, 15 ans, l'automatisation, la robotisation, qui est pas là au Québec, mais pas du tout, fait en sorte que c'est des métiers de savoir qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, qui créent des impôts. Là. Ce qui fait en sorte que dans des domaines X, Y, Z, malheureusement, on a un rattrapage à faire, puis ne pas s'avouer qu'on a un problème d'éducation important puis de valorisation des matières, des gens, de la ressource, ben on va être encore là dans 25 ans à se demander qui va payer le pour Champlain. Là. Puis ça, c'est une vérité. Puis c'est sûr et certain qu'on a peut-être un problème d'éducation, mais ça remonte à plusieurs années plus loin en arrière de nous autres. Si on a un problème avec une douche, on attend qu'elle coule ou on la règle? On a stagné. Comment vous dites? Si on a un problème avec notre douche, on attend qu'elle coule ou qu'on la règle tout de suite? Ou... Il faut la régler, le problème. Il faut à un moment donné, il faut se mettre devant le fait, il faut l'assumer. Moi, je pense que la première façon de reconnaître, d'avancer, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Après ça, on est capable d'appliquer des solutions. Ça, c'est au niveau plus au niveau du gouvernement puis du ministère également de l'éducation à ce moment-là. Un peu comme il dit monsieur. Exact. L'éducation, puis ça part de là, ça part à la base aussi. Merci beaucoup, Yannick, de votre appel. Mario? Bonjour. Oui, rapidement, Mario, vous êtes entrepreneur? Oui. Je suis dans le domaine du web. J'ai vu que vous avez parlé beaucoup de oui, Mario, malheureusement, on vous entend très, très mal. Je suis désolée, on va devoir couper la conversation. Merci de votre appel. En terminant, là, est-ce qu'on peut donner un truc à ceux qui désirent se lancer en affaires? Qu'est-ce qu'on doit apprendre, là? Bâtissez-vous un réseau le plus vite possible. Commencez tout de suite à vous faire des amis dès le jour 1 ou bien avant le jour 1 même. Commencez tout de suite à voir qui serait prêt à vous suivre d'une façon ou d'une autre, de vous donner un coup de pouce dans le processus. Moi, je pense que ça fait partie des choses absolument primordiales d'avoir un réseau fort quand on se lance. En résumé, Jérémy Pastel, rapidement. En un mot, c'est bien sûr avoir une vision claire, savoir ce qu'on veut faire. Beaucoup d'entrepreneurs ont des idées extrêmement floues. Il faut savoir où est-ce qu'on veut se rendre dans 5 ans, 10 ans. Et puis, bien sûr, être bien entouré. Dans le guide des affaires, je parle des 5 C, comment bien s'entourer, une stratégie pour avoir une équipe solide.
Frédéric Proulx? Moi, je suis plus ésotérique, mais c'est plus le bonheur est dans le chemin. Dans le sens que... Non, mais c'est vrai, parce que des fois, la finalité, on la contrôle pas toujours. Mais il faut accepter qu'il y a des moments le fun, des moments tristes. Mais le bonheur est aussi dans le fait de le faire. Alors, tu sais, c'est de le faire. Et le bonheur est dans l'entrepreneuriat. C'était beau, ça hein? ce matin. C'est magnifique. Frédéric Proulx, entrepreneur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Gabriel Campeau, fondateur de l'espace Coworking Le Tableau Blanc, et Jérémy Pastel, entrepreneur et auteur du livre Comment cartonner en affaires. Ça a été un plaisir. On s'en va aux informations.